Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, l'actualité a été dominée par deux événements. Le sommet du G20 à Rome, en Italie, et la COP26 à Glasgow, en Écosse. L'occasion pour les pays les plus riches et parfois, même souvent, les plus pollueurs de la planète, de débattre pour un avenir meilleur du monde et de ses habitants. Il faut cependant déplorer deux absences de marque lors de ces deux sommets, la Russie et la Chine, et pourtant, dans un cas comme dans l'autre, ce ne sont pas des seconds rôles, mais au contraire des acteurs essentiels de la pièce qui se joue actuellement. Au cours de ces sommets, des sujets essentiels ont été évoqués par les différents chefs d'État et de gouvernement, comme la taxation des multinationales, la relance mondiale post-pandémie, l'aide aux pays pauvres afin de pouvoir surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire, sans oublier un accord bien sûr sur le climat. Il était donc naturel que nous évoquions ces deux grands rendez-vous internationaux ce midi avec mon invité Ibrahima Thiam, sénégalais, président du mouvement d'opposition Un autre avenir et auteur de deux essais politiques, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. J'en profite pour rappeler que celui-ci nous a annoncé voici quelques semaines déjà, en exclusivité, sa candidature à l'élection au présidentiel sénégalaise de 2024. C'est donc un prétendant à la succession de l'actuel chef d'État, Macky Sall, que nous recevons ce midi dans cette émission Carte sur table, afin qu'il nous informe de ses réflexions sur ces grands dossiers qui agitent aujourd'hui la planète Terre. Je veux l'en remercier, bien évidemment, très sincèrement. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui COP26, la sursaut ou sursis pour la planète. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. Alors avant d'en venir à la COP26 qui se tient en ce moment même en Écosse, pour une semaine encore, je voudrais, si vous le voulez bien, m'arrêter un instant sur ce sommet du G20 pour que vous nous disiez quels enseignements on peut en tirer. Nous sommes en effet habitués à ces grandes rencontres, G7, G20, quand ce n'est pas le G5 Sahel, qui ont le mérite de réunir les principaux gouvernants de la planète, en sachant toutefois que si les décisions sont prises lors de ces rendez-vous, elles ont été préparées longuement en avant par les ambassadeurs et les collaborateurs des chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit en effet souvent d'enjeux considérables qui déterminent l'avenir du monde à 10 ou 20 ans. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, lors d'un déjeuner à Rome ou un dîner à Glasgow. Durant 2 jours à Rome et 15 à Glasgow, ceux-ci n'ont fait que peaufiner et d'entériner un travail réalisé en amont. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi quand même de préciser que c'était le dernier G20 d'Angela Merkel, la chancelière allemande, au terme de 16 années de pouvoir. Une longévité politique qui vaut la peine d'être soulignée car elle est particulièrement rare de nos jours. Et à l'heure de son départ de la scène allemande et même européenne, voire quasiment mondiale, qu'avez-vous envie de nous dire ? L'Allemagne, mais aussi l'Europe et le monde ont découvert cette femme, venue de l'ancienne Allemagne de l'Est, et très vite apprécié son réalisme et sa modestie. Elle a su gouverner au mieux son pays dans une période difficile,
défendant bec et ongle ses intérêts. Et si vous pensez qu'elle a connu 4 présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, elle a exercé une influence très forte sur les dossiers européens. Aujourd'hui, elle s'en va. Et beaucoup la regretteront. Mais elle peut partir la tête haute, fière d'avoir bien servi son pays. Elle peut être un exemple pour beaucoup de responsables politiques. Après ce petit coup de chapeau qui était nécessaire, souhaitable, en direction de la chancelière allemande, j'aimerais avoir votre commentaire sur le point qui au G20 a sans doute été le plus crucial, à savoir que les 20 pays présents qui, je le précise, sont responsables de 80% des émissions de CO2 de la planète, ont fixé la limite à 1,5 degré Celsius l'augmentation du réchauffement. Est-ce que cet objectif vous paraît assez ambitieux? C'est en effet un accord qui était incontournable lors de ce sommet. Et il réaffirme l'accord de Paris, car il nous faut en effet maintenir l'augmentation moyenne des températures largement en dessous des 2 degrés. Nous savons qu'au-delà, on accélère le processus de réchauffement, donc de la fonte des pôles et des glaciers et de la montée des eaux dans les mers et les océans, occasionnant du même coup une submersion des terres qui occasionnera des flux migratoires considérables au cours des prochaines années. Cette bataille est donc vitale pour la planète et les populations. Il a été question aussi au cours de ce sommet de l'arrêt progressif des centrales électriques au charbon. Une bonne chose, on peut le penser du moins. Bien sûr. Et sur ce point, l'Allemagne de la chancelière Merkel n'est pas un bon élève, car elle a décidé d'arrêter ses centrales nucléaires pour relancer des centrales au charbon, source considérable de pollution. L'idée est d'atteindre la neutralité carbone. Au milieu du siècle, on évoquait 2050, on parle plutôt maintenant de 2060. L'Union européenne et l'Australie plaident plutôt pour la première échéance, mais la Chine et la Russie pour la seconde. Or, en Chine, le charbon assure aujourd'hui 60% de la production d'énergie. Le G20 a aussi proposé de mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 en faveur des pays en voie de développement. Et ce, bien sûr, pour faire face au changement climatique. Alors là, c'est plutôt une bonne idée. C'était indispensable, car les pays du Sud n'ont pas les mêmes moyens que ceux du Nord. On ne va pas refuser cette main tendue. Mais beaucoup d'ONG considèrent cependant, et je partage cette idée, que le G20 sur ce point a manqué d'ambition. Il reste à souhaiter que la COP26, qui a encore une semaine de travail devant elle à Glasgow, se montre un peu plus généreuse afin que cette mesure incitative soit plus efficace. À Rome, les participants au G20 ne pouvaient pas oublier, négliger la pandémie de Covid-19 et le sommet s'est fixé un objectif ambitieux en matière de vaccination, dont on sait qu'elle peut venir à bout de cette crise sanitaire mondiale. Alors vous qui êtes aussi secrétaire général de l'INSERM Sorbonne Paris Université, un des centres de recherche européens les plus importants, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Il faut être réaliste. Le G20 ne pouvait faire autrement que de soutenir les consignes de l'OMS, qui a fixé un objectif mondial à atteindre, à savoir 40% dans tous les pays, d'ici la fin 2021 et 70% d'ici mi-juin 2022. Encore, faut-il pour y parvenir donner les moyens aux pays les plus pauvres d'y parvenir, en accroissant la fourniture des vaccins, en facilitant leur exportation et s'assurant de la transparence dans leur livraison. Si le taux de vaccination en Europe et aux États-Unis est assez élevé et permet de prémunir les populations contre une 5e vague qui est déjà là. En revanche, en Asie et en Afrique, la vaccination est beaucoup trop faible.
Or, le monde ne sera réellement et efficacement protégé que si tous les pays sont vaccinés. Faute de quoi, de nouveaux variants feront leur apparition ici ou là. Au-delà des conséquences sanitaires, la pandémie de Covid-19 a fortement impacté les économies mondiales. En Europe, des mesures de relance ont été décidées pour soutenir l'activité. Mais là encore, les pays les plus défavorisés sont en grande souffrance. Le G20, sur ce point, a-t-il, selon vous, pris les bonnes décisions ? Les dirigeants des pays les plus riches ont décidé de soutenir la reprise, en sachant qu'il faut parallèlement veiller à limiter l'inflation qui, en parallèle à cette reprise, est repartie à la hausse. Que ce soit, on le voit bien, pour les produits de consommation courante, et surtout l'énergie, l'essence, l'électricité, le gaz, etc. Cette crise sanitaire a aussi, on le voit, aggravé les délais d'acheminement et de stockage des matières premières. Et beaucoup de pays commencent à manquer d'éléments industriels ou informatiques, indispensables à la fabrication de certains produits. Je pense en particulier à l'industrie automobile, mais pas seulement. Le G20 s'est engagé à verser 100 milliards de dollars aux pays les plus vulnérables. Mais il faut aussi reparler d'un moratoire sur le paiement des intérêts de la dette des pays les plus pauvres. Une idée débattue lors du G20 du mois d'avril 2020. Une cinquantaine de pays sur les 73 éligibles ont eu à ce jour un report du paiement des intérêts. Ces mesures sont indispensables pour ne pas freiner le développement des pays justement en voie de développement et aggraver les disparités entre le Nord et le Sud. À Rome, on a aussi décidé de taxer les multinationales. Faire payer les riches peut paraître singulier, ironique même, comme décision venant précisément des 20 pays les plus riches du monde. Cela vous a-t-il surpris ? Non, car cette mesure était indispensable. Car cette taxation internationale est indispensable si l'on veut mettre fin aux paradis fiscaux et établir un système fiscal international plus juste. Je ne vais pas bouder mon plaisir, car il s'agit là d'une mesure historique espérée, attendue depuis longtemps. Avec cet impôt de 15% sur les multinationales, de nouvelles recettes vont être dégagées qui devraient être réaffectées dans les pays où ces multinationales réalisent leur activité. Ce qui veut dire que l'impôt ne sera plus payé uniquement là où les sociétés en question ont leurs sièges sociaux. Et je pense que plusieurs pays africains pourraient profiter de cette mesure d'équité. Convenons enfin qu'il est plus que normal que les GAFA, autrement dit Google, Amazon, Facebook et Apple, paient enfin un impôt plus juste que ce qu'ils payaient jusqu'à maintenant. C'est une mesure de justice en même temps que du bon sens. Mais les États-Unis s'y opposaient jusque-là. Face à de tels enjeux pour la planète, comment expliquez-vous l'absence à Glasgow de la Chine, de la Russie et aussi du Brésil ? Comment ces grandes puissances peuvent-elles snobber la planète entière ? N'y a-t-il pas là quelque chose d'insupportable, d'inadmissible ? Vous avez raison, Jean-Yves Duval, d'autant plus que les pays que vous avez cités comptent parmi les plus gros pollueurs. Ni Poutine, ni Xi Jinping, ni Bolsonaro n'ont cru bon d'honorer les G20 et la COP26 de leur présence. Les uns ont évoqué des raisons sanitaires, les autres diplomatiques. Ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à demander aux plus gros émetteurs à rehausser leur ambition dans les 15 jours. Le plus affligeant est que Bolsonaro, au même moment était en Italie, mais qu'il a préféré être fait citoyen d'honneur d'une ville de 4000 habitants plutôt que d'être à Glasgow. Ce qui montre son souverain mépris pour ses collègues.
Et pourtant, la protection de la forêt amazonienne est d'un enjeu crucial quand on connaît l'importance de la déforestation sur le réchauffement du climat. À Glasgow, on a aussi évoqué la situation des cultures en Afrique, car le changement climatique oblige certains pays du continent à les repenser. C'est en effet une question essentielle, car les petits exploitants agricoles au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, produisent près du tiers de la nourriture consommée mondialement. Or, ils ne bénéficient que très peu des aides liées au financement climatique. Le drame est que la baisse des rendements agricoles, au-delà d'entraîner une hausse des prix des aliments, pourrait encore aggraver la faim et la pauvreté, mais aussi les migrations, l'instabilité politique, etc. Il faut savoir qu'en 2020, la faim en Afrique touchait une personne sur 5. Échanger le maïs, très consommateur en eau, est une nécessité dans certains pays. Mais encore, faut-il aider aux cultures de substitution. Pour rester sur ce thème de la nature, à Glasgow, une centaine de pays se sont engagés à enrayer la déforestation d'ici à 2030. Je pense en particulier à la forêt amazonienne, mais pas seulement, également à la forêt tropicale du bassin du Congo. On ne peut donc là que s'en réjouir. Bien sûr, cette initiative est d'ailleurs essentielle si l'on veut atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Car les écosystèmes de ces forêts constituent le poumon de notre planète, tout en absorbant une part importante de carbone injecté dans l'atmosphère. Je dirais même que les forêts sont essentielles à notre survie. Et un chiffre devrait nous inquiéter. Leurs superficies disparaissent au rythme de 27 terrains de football chaque minute. Lutter contre les incendies est également primordial. Un autre chiffre également doit nous interpeller. 23% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des activités agricoles et de l'industrie forestière. Je n'ai qu'un regret, c'est que cet objectif soit à échéance de 2030, ce qui laisse encore 10 ans. Pour la déforestation, c'est beaucoup trop. En Amazonie, les peuples indigènes demandent que 80% de leurs forêts soient protégées d'ici à 2025. Ils ont raison. Cela pourrait presque paraître anecdotique après tout, ce que nous venons de dire, mais comment avez-vous reçu le message de la reine Elisabeth II d'Angleterre, qui, bien qu'actuellement souffrante, s'est adressée par vidéo aux dirigeants réunis à Glasgow pour les exhorter à s'unir face au changement climatique? Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas si anecdotique que cela, car sa voix porte et est entendue à travers le monde. Elle a eu des paroles de sagesse lorsqu'elle a demandé aux responsables politiques de s'élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d'un véritable sens politique afin de résoudre les problèmes les plus insurmontables. Elle a eu raison d'insister sur le fait que la lutte actuelle contre le réchauffement climatique n'était pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et ceux qui les suivront. Eh bien, Ibrahima Thiam, nous voici donc parvenus une nouvelle fois au terme de cette émission Carte sur table, où ensemble nous avons tenté d'analyser, de décortiquer les mesures adoptées tant à Rome durant le G20 qu'à Glasgow lors de la COP26. Je retiendrai pour finir ces mots de Joe Biden à Glasgow, qui a dit que cette lutte contre le réchauffement climatique pouvait représenter une opportunité incroyable pour l'économie mondiale. Puisse-t-il être entendu. Merci donc Ibrahima Thiam d'avoir été présent à cette émission, durant laquelle nous sommes efforcés de réfléchir aux grands problèmes de l'heure auxquels sont confrontés nos contemporains. Et donc je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Comme toujours, c'était un plaisir pour moi d'évoquer ces dossiers cruciaux pour notre avenir et celui de nos enfants, pour réfléchir à ce qui peut contribuer à un meilleur avenir
pour nos populations. Je pense en particulier africaines, réfléchir sans agir et sans intérêt, mais agir sans réfléchir est une ineptie. Rendez-vous en effet ici même lieu, même heure, et d'ici là, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.